Solmi, surnommée la chasseuse de mensonges, rejoint un groupe de mafieux. Dotée du don de déceler les menteurs, elle a été engagée pour identifier un informateur parmi eux. Après avoir révélé l'identité du coupable, ce dernier est violemment agressé par les autres mafieux. Terrifiée, elle empoche son argent et quitte les lieux précipitamment. Malheureusement, le mafieux qu'elle a démasqué la retrouve et se lance à sa poursuite. En panique, elle se réfugie dans un bus où un jeune homme se fait battre. Pour éviter d'être découverte, elle prétend être sa petite amie, ce qui permet au jeune homme d'échapper à ses agresseurs et de quitter leur village. 5 ans plus tard, Solmi continue d'utiliser son don, allant jusqu'à créer sa propre entreprise de voyance. Elle travaille désormais pour une clientèle aisée, comme ce couple qu'elle visite pour révéler une infidélité. Ses affaires prospèrent. Un soir, une jeune femme est poursuivie par un harceleur masqué. Elle parvient à s'enfuir grâce à une bombe lacrymogène. Solmi et d'autres personnes lui viennent en aide et plus tard appréhendent un individu correspondant à la description du harceleur. Étrangement, l'homme refuse de montrer son visage. Lorsqu'il clame son innocence, Solmi, grâce à son pouvoir, sait qu'il dit vrai et le défend. L'homme la remercie et s'en va. Plus tard, un livreur dépose 2 colis. Solmi et l'homme masqué sortent chacun de leur appartement pour récupérer leurs colis, réalisant qu'ils sont voisins et qu'ils ont pris le mauvais paquet. Ils se rencontrent pour l'échange et l'homme en profite pour remercier à nouveau Solmi de l'avoir défendu. Solmi s'interroge sur les raisons qui poussent cet homme à porter constamment un masque. Ensuite, Solmi est engagé par un homme d'affaires qui rencontre un célèbre compositeur à l'identité secrète. L'homme d'affaires soupçonne le compositeur d'avoir plagié ses œuvres, ce que ce dernier nie. Solmi, caché, confirme qu'il dit la vérité. L'homme d'affaires, mal intentionné, le force alors à boire. De retour chez elle, Solmi trouve son voisin ivre-mort sur le palier. Sa curiosité prend le dessus et elle profite de la situation pour lui retirer son masque. Stupeur, elle découvre qu'il est le célèbre compositeur. Le lendemain matin, ils se croisent et Solmi, gênée, tente de se cacher. Elle s'excuse d'avoir vu son visage et promet de garder le secret de son identité. À sa grande surprise, il semble touché par sa réaction. La mère de Solmi, intéressée uniquement par l'argent, vient lui rendre visite pour lui en demander. Une dispute éclate car elle dépense toujours tout sans compter. Pour qu'elle la laisse tranquille, Solmi lui donne de l'argent et sa mère repart ravie. Le compositeur a tout entendu de son balcon et, pour la réconforter, lui dit que toutes les familles ont des problèmes. Plus tard, Solmi se rend à un dîner avec une autre cliente. Elle se fait passer pour sa cousine afin de savoir si le fiancé de cette dernière lui ment. Au début, le fiancé ment sur tout, mais il s'avère qu'il prépare une surprise. Une demande en mariage. Pour se changer les idées, Solmi décide d'aller boire un verre. Dans le bar, elle retrouve Sen-Yu, le compositeur qui se fait passer pour un simple pianiste. Un homme la reconnaît, l'ayant démasqué lors d'une précédente mission, et lui fait une scène. Heureusement, Sen-Yu intervient pour défendre Solmi. De retour chez elle, Solmi remarque que 2 journalistes ont suivi Sen-Yu et l'attendent pour le photographier. Pour le protéger, elle court vers lui et le serre dans ses bras comme si elle était sa petite amie, l'entraînant rapidement dans son appartement pour échapper aux journalistes. Pendant que les journalistes patientent à l'extérieur, ils discutent et apprennent à se connaître. Solmi est surprise de constater que Sen-Yu dit toujours la vérité, à tel point qu'elle se demande si son pouvoir fonctionne sur lui. Un livreur arrive et les journalistes le prennent par erreur pour Sen-Yu, le photographiant à tout va. Furieux, le livreur exige qu'ils effacent les photos, ce qui provoque une agitation telle que la police doit intervenir. Solmi sort de son appartement et tombe nez à nez avec le policier qui n'est autre que son ex-petite amie d'enfance. La situation est gênante, d'autant plus que celui-ci lui avoue qu'elle lui a beaucoup manqué. Solmi se sentit embarrassée et ne sut quoi répondre. Le policier, qui devait continuer sa patrouille, prit congé. Sen-Yu profita de l'occasion pour regagner son appartement. Le soir même, Kamin, son ex-petite amie, lui rend visite à son cabinet. Solmi, mal à l'aise, lui demande de partir. Kamin s'excuse pour son comportement passé et lui avoue qu'elle lui manque. Furieuse, Solmi lui rappelle qu'il a mis fin à leur relation et a disparu de sa vie, changeant même de numéro de téléphone. Elle lui annonce qu'elle a un nouveau compagnon et qu'elle est très heureuse. Comme par hasard, Sen-Yu arrive à ce moment-là. Nerveuse, Solmi le présente comme son petit ami. Sen-Yu comprend la situation et prend Solmi par la main. Kamin, dépité, décide de s'en aller. Solmi et Sen-Yu vont ensuite dîner. Solmi lui pose des questions, essayant de le faire mentir, mais il dit toujours la vérité. Soudain, Sen-Yu reçoit un appel d'une jeune femme qui lui annonce son intention de se suicider en se jetant d'une falaise. Prise de panique, Solmi décide d'intervenir. Elle conduit Sen-Yu à l'adresse indiquée par la jeune femme. En passant près de la plage, Sen-Yu reconnaît la jeune femme et se précipite pour l'arrêter. On apprend alors qu'il s'agit d'une célèbre idole amoureuse de Sen-Yu qui ne la voit que comme une amie. Après l'avoir réprimandée, l'assistante de l'idole l'emmène.
Sur le chemin du retour, Sen-Yu s'endort. Il rêve de son ancienne petite amie qui avait commencé à adopter un comportement étrange et négatif, provoquant de nombreuses disputes. En rentrant chez lui, Sen-Yu se sent mal et a de la fièvre. Inquiète, Solmi lui donne des médicaments et l'aide à s'allonger sur son lit. Épuisée, elle s'endort à ses côtés. Ils se réveillent en sursaut, réalisant qu'ils ont dormi ensemble. Plus tard, Sen-Yu consulte son médecin car il souffre d'insomnie à cause de ses souvenirs. Le médecin lui prescrit un traitement et lui conseille de régler ses problèmes du passé pour retrouver la sérénité. Pour remercier Solmi de l'avoir soigné, Sen-Yu l'invite au bar où il joue de manière discrète. Mais cette fois, il décide d'enlever son masque et de jouer un morceau spécialement pour elle. Ensuite, il l'invite dans un restaurant chic. N'ayant pas l'habitude de montrer son visage, Sen-Yu est mal à l'aise, imaginant que tout le monde va le reconnaître et le prendre en photo. Elle décide donc de l'emmener ailleurs. Pendant qu'ils discutent et boivent, elle s'enivre rapidement au point de s'endormir et de tomber sur sa nourriture, tachant ses vêtements. Il ne sait pas comment la nettoyer, car s'il frôle sa poitrine, elle le prendra pour un pervers. Il la couvre alors avec sa veste et la porte jusqu'à chez elle. Avec quelques difficultés, elle lui donne le code de la porte et il la laisse allongée sur son lit. Le lendemain matin, elle se réveille effrayée et, en se souvenant de ce qui s'est passé, elle se sent honteuse. Elle lui apporte ensuite de la nourriture et des médicaments pour la gueule de bois, moment qu'elle profite pour s'excuser. Il n'y accorde aucune importance et l'invite à regarder le match de l'équipe nationale avec lui. Malheureusement pour eux, tous les endroits sont pleins et pendant un bon moment, ils vont d'un endroit à l'autre jusqu'à ce qu'ils puissent enfin voir le match. Comme leur équipe gagne, ils célèbrent en se tenant la main. Plus tard, elle est engagée par 2 jeunes filles pour savoir si leur nouvelle belle-mère est avec leur père pour l'argent. La femme s'avère être sa propre mère. Celle-ci l'avertit de ne pas dire la vérité, lui reprochant tout ce qu'elle a soi-disant fait pour elle. Mais en la voyant mentir encore et encore, elle ne peut pas le supporter et la dénonce. La nuit même, sa mère furieuse arrive à son travail et commence à tout détruire. Elle lui dit aussi qu'elle et son père ont ruiné sa vie et qu'elle n'a jamais pu être heureuse. À ce moment-là, Sen-Ju arrive et sa mère, pour se venger, lui dit que sa fille est une chamane et s'en va. Elle décide de lui avouer la vérité, lui racontant sa capacité à détecter les mensonges, mais le voyant silencieux, elle décide de partir. Le lendemain, elle arrive pour l'aider à tout remettre en ordre. Surprise, elle lui demande s'il n'a pas cru à sa confession. Il lui dit que si, car maintenant il comprend beaucoup de choses sur son comportement. Quelques jours plus tard, elle reçoit la visite de la même idole. Celle-ci lui demande de s'éloigner de Sen-Ju car son amour lui appartient et la menace de se suicider si elle ne le quitte pas. Mais grâce à son pouvoir, la protagoniste sait qu'elle ment. La jeune fille, acculée, lui dit que seul ce mensonge peut la garder auprès de lui, car Sen-Ju a tué quelqu'un dans le passé. La protagoniste est surprise car il a dit la vérité à ce moment-là. Pour éviter toute confusion, elle lui raconte que la jeune fille lui a rendu visite et l'interroge sur ce qu'elle a dit. Il essaie de clarifier les choses en disant qu'il n'a tué personne, mais grâce à son pouvoir, elle sait que pour la première fois, il lui ment. Le lendemain, elle se rend à l'hôpital pour rencontrer un client et voit son ex-petite amie entrer dans le service de cancérologie gastrique. Elle rencontre ensuite son client et fait ce qu'elle fait d'habitude. En sortant, elle croise son ex-petite amie et lui demande ce qu'il faisait à l'hôpital. Il ment en disant qu'il rendait visite à un ami. Comme la nuit approche, il l'invite à dîner, ce qu'elle profite pour lui demander depuis quand il est malade. Sans pouvoir mentir, il lui dit qu'il a découvert qu'il avait un cancer dans sa jeunesse et c'est pour cela qu'il a rompu avec elle car il ne voulait pas la faire souffrir. Heureusement, sa maladie a été traitée à temps et pour l'instant, il est stable. Elle pleure alors en s'excusant de l'avoir maltraité. Puis elle lui demande quelle réponse il lui donnerait si elle lui demandait de recommencer. Elle lui dit qu'elle a maintenant une autre personne dans son cœur. Il remarque qu'elle devient triste en disant cela et, se basant sur sa propre erreur, il lui conseille de le chercher et de clarifier les choses. Elle décide de le chercher dans son autre appartement. Surpris par sa visite, il décide de lui raconter en détail ce qui s'est passé. Au lycée, il avait une petite amie et ils étaient très proches, mais tout a changé lorsqu'il est entré à l'université. À cause de cela, ils se voyaient très peu. Et elle a commencé à avoir des comportements toxiques jusqu'au jour où il a découvert qu'elle avait pris son téléphone et avait écrit à toutes ses camarades de classe en les menaçant de ne pas s'approcher de lui. Fatiguée de son attitude, il a décidé de rompre, mais elle a refusé et voyant qu'il allait partir, elle s'est blessée pour le faire revenir. Mais à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'elle le manipulait. Il a donc décidé de partir et elle l'a menacé de se suicider. Il a hésité à revenir, mais il savait que s'il le faisait, tout se répéterait. Prenant son courage à 2 mains, il est parti. Le lendemain, il a été arrêté par la police, accusé de l'avoir tué. Il a été emprisonné pendant un certain temps, mais comme le corps de la jeune fille n'a pas été retrouvé, il a été libéré. Malgré tout, il a le sentiment qu'il aurait pu la sauver et la protéger.
Elle comprend que c'est pour cette raison que lorsqu'il dit qu'il ne l'a pas tuée, cela sonne comme un mensonge, car dans son cœur, il se sent coupable. Ailleurs, l'idole est kidnappée par un inconnu. Celui-ci appelle Senju et lui dit où aller pour la sauver. Cet homme s'avère être Makoto, le frère de sa défunte ex-petite amie, et il le cherchait pour se venger. Senju lui dit qu'il n'est pas coupable. Fou de rage, Makoto est sur le point de mettre fin à ses jours, et juste à ce moment-là, le policier Kamin arrive et Makoto s'enfuit en courant, réussissant à s'échapper. Pour se changer les idées, ils assistent à un festival où ils s'amusent de beaucoup et regardent ensemble les feux d'artifice. Pendant ce temps, ailleurs, on trouve un cadavre près de la plage. Le chef de la police arrive sur les lieux et Kamin l'accompagne, car après ce qui s'est passé, il a décidé de se renseigner sur la mort de la jeune fille et ce cadavre pourrait bien être le sien. Mais le chef agit étrangement et pour une raison quelconque, il cache une bague. Le lendemain, on effectue un test ADN qui révèle qu'il s'agit bien du cadavre de la jeune fille et Senju est convoqué pour faire sa déposition car l'affaire a été rouverte. Makoto, quant à lui, s'effondre en se retrouvant face à la dépouille de sa chère sœur. La nouvelle est rendue publique et le compositeur Senju est présenté comme le principal suspect. Il fait à nouveau sa déposition, clamant son innocence, et avant de partir, un policier l'avertit de se méfier de Makoto. On nous montre que celui-ci l'attendait dans son appartement, mais il le confond avec un autre garçon et l'attaque, le blessant. Senju arrive et essaie de l'arrêter. La protagoniste, effrayée, appelle la police qui parvient à l'interpeller. Son identité ayant été révélée, les journalistes l'encerclent et lui demandent s'il est coupable. Prenant son courage à deux mains, il leur dit qu'il est innocent et que la vérité sera bientôt révélée. Ailleurs, Kamin rencontre le responsable de l'affaire et lui dit qu'il a mené sa propre enquête et qu'il sait qu'il ment. L'homme, effrayé, lui remet la bague en avouant qu'il a commis des erreurs dans l'enquête et que s'il découvre qu'il a mal fait son travail, il sera démis de ses fonctions. Sans perdre de temps, Kamin commence à enquêter et découvre que la bague a été fabriquée sur mesure. Il retrouve ensuite les protagonistes et leur dit que les reçus sont au nom d'Uchan et que le paiement de la facture provient d'une entreprise qu'il possédait à l'époque. Mais ils ont besoin de plus de preuves pour l'accuser. Uchan est le manager et ami d'enfance de Senju. Lorsqu'ils le confrontent, il s'énerve et leur dit qu'ils ne doivent pas croire ses mensonges, car il est le seul de tous ses amis à être resté à ses côtés lorsqu'il a été accusé et qu'il l'a toujours soutenu. Quelques jours plus tard, Uchan organise une conférence de presse et annonce qu'il démissionne de son poste de manager de Senju. Pendant ce temps, la protagoniste se faufile dans son bureau à la recherche de preuves pour l'accuser. Quelques minutes plus tard, elle est surprise par Uchan lui-même. Avec les preuves en main, elle lui dit qu'il ne s'échappera pas. Il lui avoue alors qu'il avait déjà prévu de se rendre, qu'il voulait juste régler certaines affaires et lui confesse qu'il a toujours été amoureux de Senju. Celui-ci entend tout et demande si c'est pour cela qu'il est toujours resté à ses côtés et si c'est pour cette raison qu'il a tué son ex-petite amie. Uchan ne sait pas quoi répondre et, bouleversé, décide de partir. Dehors, la police tente de l'arrêter mais il s'échappe en voiture et, acculé, décide de foncer dans un mur. Le lendemain, Senju lui rend visite à l'hôpital car il veut savoir la vérité. Uchan lui raconte que la nuit même où il a rompu avec sa petite amie, il l'a rencontrée sur la plage. Il s'était déjà rendu compte de son comportement et lui a demandé de le laisser tranquille. Fâchée, elle lui a dit qu'elle connaissait ses secrets, ses sentiments pour Senju. Nerveux et effrayé, il l'a emmené dans un endroit plus isolé. Là, il l'a supplié de ne pas révéler son secret, mais elle lui a dit qu'elle allait tout raconter au monde entier. Pour lui faire peur, il l'a prise par le cou et en la poussant, elle a arraché sa chaîne avec la bague, mais elle s'est cogné la tête et a perdu la vie. En raison de tout ce qui s'était passé, il a pensé qu'ils accuseraient Senju et pour éviter de le perdre, il a enterré son corps et a fait croire qu'elle s'était suicidée. Plus tard, ils assistent aux funérailles de son ex-petite amie et Makoto en profite pour s'excuser de tout ce qui s'est passé, réglant enfin leurs problèmes. Senju a enfin pu se consacrer à 100% à la composition de chansons, ce qui lui a permis de remporter un prix très important. Ensuite, elle envoie un courriel à tous ses clients pour les informer qu'elle ne proposera plus ses services de devin, car avec le temps, elle s'est rendue compte qu'il existe différents types de mensonges. Certains peuvent être par pitié, d'autres sont très déchirants et d'autres encore peuvent être par amour, car on ne finit jamais de connaître le cœur d'une autre personne. Plus tard, il l'invite à dîner et sûr de son amour, il la demande en mariage, ce qu'elle accepte avec joie, mettant ainsi fin à cette belle histoire d'amour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas d'activer les notifications.